Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Parfois, l'histoire avance avec discrétion et à pas compter et prend congé rapidement. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de l'action d'une commission qui ne dispose que d'un mandat de 5 années pour changer définitivement les choses. Mais sur un laps de temps aussi court, on ne peut pas changer définitivement les choses. La Commission actuelle, comme ses prédécesseurs, est un épisode, un bref moment dans la longue histoire de l'Union européenne. L'heure du bilan définitif de la Commission que je préside n'est pas encore venue. Donc, je ne vous présenterai pas aujourd'hui un bilan de ce que nous avons pu faire au cours des 4 années écoulées. Au contraire, je vous dis que le travail continue pendant les mois à venir pour faire de l'Union européenne imparfaite une Union européenne chaque jour plus parfaite. Il reste des choses à faire et c'est de là que je voudrais vous parler ce matin. Pas d'autosatisfaction, pas de torse bombé, modestie et travail. Voilà l'attitude que la Commission fera sienne. Voilà notre agenda pour les mois à venir. Parfois l'histoire au véritable sens du terme, s'invite dans la vie des nations sans préavis et tarte à la quitter. Tel fut le cas au moment de la Grande Guerre, qui en 1914 a pris le continent par surprise, tellement fut ensoleillé, calme, paisible, optimiste l'année 1913. En 1913, les Européens s'attendaient à vivre durablement en paix. Et pourtant, une guerre fratricide déferla sur l'Europe l'année suivante. Je fais référence à cette période, non pas parce que je croirais que nous serions au seuil d'une nouvelle catastrophe en Europe. L'Union européenne est garante de paix. Soyons heureux de vivre sur un continent de paix, un continent qui connaît la paix grâce à l'Union européenne. Respectons donc mieux l'Union européenne. Ne salissons pas son image. Défendons notre façon d'être et notre façon de vivre. Disons oui au patriotisme qui n'est pas dirigé contre les autres. Disons non au nationalisme surfait qui rejette et qui déteste les autres, qui détruit, qui cherche des coupables, au lieu de chercher des solutions qui nous permettent de mieux vivre ensemble. Le pacte fondateur de l'Union européenne, plus jamais la guerre, reste une ardente exigence, une ardente obligation de vigilance qui s'impose chez nous et autour de nous. Mesdames et Messieurs les députés, quel est l'état de l'Union européenne aujourd'hui, en 2018? 10 ans après Lehman Brothers, l'Europe a largement tourné la page de la crise économique et financière qui nous est venue d'ailleurs et qui nous a frappés d'une façon très souvent brutale. L'Union européenne a connu une croissance ininterrompue depuis 21 trimestres. L'emploi reprend des couleurs, avec près de 12 millions d'emplois créés depuis 1914. 12 millions d'emplois, c'est plus que la population de la Belgique. Jamais autant de personnes, 239 millions d'hommes et de femmes, n'ont été au travail en Europe. Le chômage des jeunes s'élève à 14,8%. Ce chiffre reste trop élevé, mais il se situe à son plus bas niveau depuis 2000. L'investissement est de retour en Europe.
grâce notamment à notre Fonds européen pour les investissements stratégiques, que certains, de plus en plus rares, continuent à appeler le plan Juncker, plan qui a généré 335 milliards d'euros d'investissements publics et privés. Et nous sommes en marche vers les 400 milliards. Et puis, il y a la Grèce. Après des années, il faut dire, douloureuses, après de graves problèmes sociaux sans précédent, la Grèce a réussi à mener à bien son programme et à se remettre sur pied. Je salue une fois de plus les efforts herculéens du peuple grec, efforts que les autres Européens continuent à sous-estimer. J'ai toujours défendu, et vous le savez, la Grèce, sa dignité, son rôle en Europe et notamment son maintien au sein de la zone euro. J'en reste fier. L'Europe a aussi réaffirmé son statut de puissance commerciale. La puissance commerciale mondiale, qui est la nôtre, n'est rien d'autre que la preuve de la nécessité de partager nos souverainetés. L'Union européenne a aujourd'hui des accords commerciaux avec 70 pays. Ensemble, nous représentons 40% du PIB mondial. Ces accords, je parle des accords commerciaux, très souvent et souvent à tort contestés, nous aident à exporter vers les autres parties du monde des normes européennes élevées en matière de sécurité alimentaire, en matière des droits des travailleurs, en matière environnementale et en matière des droits des consommateurs. Lorsqu'en juillet dernier, au cours d'une dangereuse période de tensions internationales, je me suis rendu dans une même semaine à Pékin, Tokyo et Washington, j'ai pu parler en tant que président de la Commission au nom du plus grand marché unique au monde, au nom d'une union qui compte pour un cinquième de l'économie globale, au nom d'une union prête à défendre ses valeurs et à défendre ses intérêts. J'ai représenté l'Europe comme un continent ouvert, mais non pas comme un continent offert. Fort de l'unité européenne que j'ai pu exposer en principe et en détail, j'ai pu faire entendre la voix de l'Union européenne pour obtenir des résultats concrets pour nos citoyens et pour nos entreprises. Unis, nous, Européens, sommes, en tant qu'Union, devenus une force incontournable. À Washington, j'ai parlé au nom de l'Europe. Certains décrivent l'accord, l'arrangement que j'ai pu obtenir à l'issue de mes négociations avec le président Trump comme une surprise. Or, il n'y a pas eu de surprise parce qu'à chaque fois que l'Europe parle d'une seule voix, la surprise n'existe pas. Elle peut, si elle veut, et si elle parle d'une seule voix, s'imposer aux autres. L'Europe, là où c'est nécessaire, doit agir comme un seul homme. Nous l'avons prouvé lorsque nous n'avons cessé de défendre l'accord de Paris sur le climat, parce que nous, Européens, nous voulons laisser aux prochaines générations une planète plus propre. Je partage les analyses de notre commissaire à l'énergie en ce qui concerne les objectifs de réduction d'émissions de CO2 pour 2030. Elles sont scientifiquement exactes et politiquement nécessaires. La sécheresse de cet été ont rappelé avec brutalité non seulement aux agriculteurs l'importance de ces efforts qui sont les nôtres pour assurer la sauvegarde de l'avenir des générations futures. On peut évidemment ne pas vouloir voir le défi climatique et regarder ailleurs. Nous, Commission, et vous, Parlement, nous devons de regarder vers l'avenir. Mesdames et Messieurs, le monde qui n'arrête pas de tourner
est devenu plus volatile que jamais. Les défis extérieurs auxquels notre continent doit faire face se multiplient jour après jour. Nous ne pouvons donc pas relâcher, ne serait-ce qu'une seconde, nos efforts pour bâtir une Europe plus unie et plus forte. L'Europe peut exporter sa stabilité, comme nous l'avons fait avec les élargissements successifs de notre Union. Élargissements qui, pour moi, sont et restent des succès parce que nous avons réussi à réconcilier géographie et histoire européenne. Mais il reste des efforts à faire. Nous devons définir d'une façon irrévocable notre attitude pour ce qui est de leur adhésion à l'égard des pays des Balkans occidentaux. Autrement, d'autres se chargeront de façonner notre voisinage immédiat. Regardons autour de nous ce qui se passe à l'heure où nous sommes, en Syrie, à Idlib, doit être pour nous tous une cause de préoccupation profonde et immédiate. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'imminence d'un désastre humanitaire qui, en fait, est un désastre annoncé. Le conflit syrien illustre comment l'ordre international dont les Européens ont su bénéficier depuis la Deuxième Guerre mondiale est de plus en plus remis en cause. Pour le reste, dans le monde d'aujourd'hui, l'Europe ne peut plus avoir l'assurance que les engagements qui furent pris hier seront encore tenus demain. Les alliances d'hier ne sont peut-être plus les alliances de demain. Je le disais, le monde d'aujourd'hui a besoin d'une Europe forte et unie. Une Europe qui travaille en faveur de la paix, d'accords commerciaux et de relations monétaires stables, même si d'autres, ailleurs, sont trop enclins à choisir les guerres commerciales, voire monétaires. En fait, je n'aime pas cet unilatéralisme irrespectueux des attentes et des espoirs des autres. Je resterai toujours un multilatéraliste convaincu. Si l'Europe se rendait mieux compte de sa puissance politique, de la puissance économique et parfois militaire de ces nations, nous pourrions abandonner le rôle exclusif de payeur global, chose que de toute façon nous voulons rester. Nous devons devenir davantage un acteur global. Yes, we are global players, but we have to be global players too. C'est la raison pour laquelle, en dépit d'une forte résistance à l'époque, j'ai relancé dès 2014 l'Union européenne de la défense. C'est pourquoi, dans les prochains mois, la Commission continuera à travailler pour que le Fonds européen de défense et la coopération permanente structurée dans le domaine de la défense deviennent pleinement opérationnels. Une précision. Une précision importante à mes yeux, à cet endroit. Nous ne militariserons pas l'Union européenne. Ce que nous voulons, c'est de devenir plus responsable et plus indépendant. Parce que seule une Europe forte et unie peut protéger nos citoyens des menaces intérieures et extérieures, du terrorisme au changement climatique. Seule une Europe forte et unie peut préserver les emplois dans un monde ouvert et interconnecté. Seule une Europe forte et unie peut maîtriser les défis de la numérisation mondiale. Nous, Européens, parce que nous sommes le plus grand marché unique au monde, nous pouvons établir des normes pour les mégadonnées, pour l'intelligence artificielle, pour l'automatisation,
tout en défendant nos valeurs, les droits et l'individualité de nos citoyens. Nous pouvons le faire à condition que nous soyons unis. Une Europe forte et unie permet à ses États membres de décrocher les étoiles. C'est grâce à notre programme Galileo que l'Europe reste dans la course à l'espace. Aucun État membre, aucun, n'aurait pu mettre en orbite 26 satellites dont bénéficient déjà aujourd'hui 400 millions d'utilisateurs dans le monde. Aucun État membre n'y serait parvenu seul. Galileo, oui, est un succès. Un succès d'abord, sinon exclusivement européen. Sans l'Europe, pas de Galileo. Soyons-en fiers. Monsieur le Président, la géopolitique nous apprend que l'heure de la souveraineté européenne a définitivement sonné. L'heure pour l'Europe de prendre entre ses mains son destin. L'heure pour l'Europe de développer ce que j'ai appelé Weltpolitikfähigkeit, cette capacité à jouer notre rôle pour prendre de l'influence sur les cours des choses mondiales. L'Europe doit devenir davantage un acteur souverain dans les relations internationales. La souveraineté européenne provient de la souveraineté nationale de nos États membres. Elle ne remplace pas ce qui est propre aux nations. Partager nos souverainetés, là où il le faut, rend chacun de nos États et de nos nations plus forts. Cette conviction qu'unis nous sommes plus grands est l'essence même de ce que veut dire faire partie de l'Union européenne. La souveraineté européenne ne sera jamais dirigée contre les autres. L'Europe doit rester un continent d'ouverture et de tolérance, et elle va le rester. L'Europe ne sera jamais une forteresse tournant le dos au monde, et notamment au monde qui souffre. L'Europe ne sera jamais une île. L'Europe doit et va rester multilatérale, parce que la planète appartient à tous et non pas seulement à quelques-uns. Tel est aussi l'enjeu des élections au Parlement européen qui auront lieu en mai 2019. Nous mettrons à profit les 250 jours qui nous séparent des élections européennes pour apporter à nos concitoyens la preuve que lorsque nous agissons ensemble, l'Union européenne peut obtenir des résultats et qu'elle respecte les engagements que nous avons pris en début de ce mandat. D'ici les élections européennes, nous devons démontrer que l'Europe peut surmonter les différences entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. L'Union européenne, l'Europe, est trop petite pour se diviser un jour en deux, le lendemain en quatre. Nous devons démontrer qu'ensemble, Est, Ouest, Sud et Nord, nous pouvons semer les graines d'une Europe plus souveraine. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir im Mai 2019 zur Wahl schreiten, wird es die Bürger Europas nicht interessieren, was die Kommission vorgeschlagen hat. Aber es wird sie in hohem Maß interessieren, dass die Internetgiganten dort Steuern zahlen, wo sie ihre Gewinne erwirtschaften. Die Wähler wollen, viele von Ihnen auch, nicht alle, wie ich weiß, die Wähler wollen, dass der diesbezügliche Vorschlag der Kommission rasch zum Gesetz wird. Die das wollen, haben absolut recht. Wenn die Europäer 2019 wählen, wird sie weniger der gute Wille der Kommission begeistern, gegen Einwegplastik vorzugehen, um unsere Meere zu schützen. Wenn wir die Europäer von uns selbst und von der Richtigkeit unseres Tuns überzeugen wollen, dann brauchen wir ein europäisches Gesetz,
das das Plastikverbot zementiert. Wir alle erklären, meistens in Sonntagsreden, dass wir in großen Fragen ehrgeiziger und in kleinen Fragen bescheidener sein sollten. Doch die Europäer im Mai 2019 werden nicht applaudieren, wenn wir weiterhin zweimal im Jahr aufgrund europäischer Regulierungen die Zeit umstellen müssen. Die Zeitumstellung gehört abgeschafft. Die Mitgliedstaaten, die sich dann ein Gebot der Subsidiarität sollten selbst entscheiden, ob ihre Bürger in der Sommer- oder Winterzeit leben sollen. Ich erwarte, dass Parlament und Rat dies ebenso sehen und dafür sorgen werden, dass regionale, binnenmarktkonforme Lösungen gefunden werden. Die Zeit drängt. Überhaupt rufe ich uns alle dazu auf, in den kommenden Monaten eng zusammenzuarbeiten, damit wir das, was wir 2014 versprochen hatten, rechtzeitig vor den Europawahlen einlösen können. Als wir angetreten sind, haben wir alle gemeinsam versprochen, einen innovativen digitalen Binnenmarkt, eine vertiefte Wirtschafts- und Währungsunion, eine Bankenunion, eine Kapitalmarktunion, einen fairen Binnenmarkt, eine Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimapolitik, eine umfassende Migrationsagenda, eine Sicherheitsunion zu verwirklichen. Und wir haben uns, jedenfalls die meisten von uns, vorgenommen, die soziale Dimension Europas nicht weiter stiefmütterlich zu behandeln, sondern in Richtung Zukunft aufzustellen. Die Kommission hat alle Vorschläge und Initiativen, die wir 2014 angekündigt haben, auf den Tisch gelegt. Die Hälfte davon wurde schon von Rat und Parlament verabschiedet. 20% sind auf einem guten Weg und 30% stecken in teilweise schwierigen Beratungen. Meine Damen und Herren, ich akzeptiere nicht, dass die Kommission für alle Versäumnisse, die es selbstverständlich gab, allein haftbar gemacht wird. Unsere Vorschläge sind bekannt, vor allem in Sachen Flüchtlinge und Migration. Sie sollten angenommen und umgesetzt werden. Ich werde auch in Zukunft nicht zulassen, aber ich weiß, es wird so kommen, dass die Kommission zum alleinigen Sündenbock gemacht wird. Sündenböcke sitzen in allen Institutionen, die wenigsten davon in der Kommission und im Parlament. Führung auf breitester Front bleibt angesagt. Dies trifft auch in puncto Vollendung unserer Sicherheitsunion zu. Die Europäer erwarten zu Recht, dass die Europäische Union sie beschützt und schützt. Deshalb schlägt die Kommission heute neue Regeln vor, um terroristische Propaganda binnen einer Stunde aus dem Internet zu entfernen. Eine Stunde ist nämlich das entscheidende Zeitfenster, während dessen Öffnung größter Schaden entstehen kann. Zudem schlagen wir vor, die Aufgaben der neu geschaffenen Europäischen Staatsanwaltschaft auf die Bekämpfung terroristischer Taten auszuweiten. Wir müssen Terroristen unionsweit und grenzüberschreitend verfolgen können. Terroristen kennen keine Grenzen. Wir sollten uns durch Nichtzusammenarbeit nicht zu ihren Komplizen machen. Aus diesem Grund schlagen wir heute auch neue Maßnahmen vor, um effektiv und grenzüberschreitend gegen Geldwäsche vorgehen zu können. Genauso entschlossen müssen wir vorgehen, um freie und faire Wahlen in Europa sicherzustellen. Deshalb schlägt die Kommission neue Regeln vor, um unsere demokratischen Prozesse gegen Manipulation durch Drittstaaten und auch, ja, das gibt es, massiv gebündelte private Interessen abzusichern. Führung, Kompromisswillen sind natürlich ganz besonders in Migrationsfragen dringend geboten.
Wir haben hier mehr Fortschritte gemacht, als oft behauptet wird. 5 von 7 Kommissionsvorschläge zur Neugestaltung unseres gemeinsamen europäischen Asylsystems wurden angenommen. Unsere Anstrengungen haben Erfolg gezeigt. Es gibt 97% weniger Flüchtlinge im östlichen Mittelmeerraum und um 80% weniger Flüchtlinge entlang der zentralen Mittelmeerroute. EU-Einsätze trugen seit 2015 zur Rettung von mehr als 690.000 Menschen auf hoher See bei. Allerdings haben die Mitgliedstaaten noch nicht das richtige Verhältnis zwischen Verantwortung eines jeden Landes für sein eigenes Hoheitsgebiet und der nötigen Solidarität untereinander gefunden. Diese Solidarität müssen die Mitgliedstaaten aber an den Tag legen, wenn sie den Schengen-Raum ohne Binnengrenzen erhalten wollen. Ich bin und bleibe gegen Binnengrenzen. Sie müssen dort, wo es sie inzwischen wieder gibt, abgeschafft werden. Blieben sie erhalten, wäre dies ein nicht akzeptabler Rückschritt europäischen Seins und Werdens. Die Kommission und mehrere Ratspräsidentschaften haben zahlreiche Vorschläge zur Migration vorgelegt. Ich fordere die österreichische Ratspräsidentschaft auf, und sie wird dies auch tun, jetzt entscheidende Schritte einzuleiten, um zukunftsfähige Lösungen für eine ausgewogene Migrationsreform zu erarbeiten. Wir können nicht bei der Ankunft jedes neuen Schiffes weiter über Ad-hoc-Lösungen für die Menschen an Bord streiten. Ad-hoc-Lösungen reichen nicht aus. Wir brauchen vielmehr mehr Gegenwarts- und Zukunftssolidarität. Solidarität muss von Dauer sein und sie muss auch organisiert werden. Wir brauchen auch mehr Solidarität, weil wir mehr Effizienz brauchen. Dies trifft auch zu, wenn es darum geht, einen verstärkten europäischen Katastrophenschutz in die Wege zu leiten. Wenn es in einem Land brennt, dann brennt es überall in Europa. Zu den eindrucksvollen Bildern des Sommers gehören nicht nur die Brände, sondern auch der Applaus, den vom Feuer bedrohte Schweden den solidarisch helfenden polnischen Feuerwehrleuten gespendet haben. Europe at its best. Zurück zur Migration. Wir legen heute einen Vorschlag zur Stärkung des europäischen Grenz- und Küstenschutzes vor. Außengrenzen müssen effizienter geschützt werden. Deshalb schlagen wir vor, die Zahl europäischer Grenzschutzbeamten, die vom europäischen Haushalt finanziert werden, bis zum Jahre 2020 auf 10.000 Grenzschützer zu erhöhen. Wir legen zudem einen Vorschlag zum Ausbau der Europäischen Asylagentur vor. Mitgliedstaaten brauchen stärkere europäische Unterstützung bei der Bearbeitung von Asylanträgen. Eine Bearbeitung, die im Einklang mit der Genfer Konvention zu stehen hat. Und wir legen einen Vorschlag vor, um die Rückführung irregulär eingereister Migranten zu beschleunigen. Ich wiederhole hier im Parlament meinen Wunsch, der einer Aufforderung gleichkommt, legale Einwanderungswege in die Europäische Union zu öffnen. Wir brauchen qualifizierte Migranten. Auch hierzu liegen die Kommissionsvorschläge seit langem auf dem Tisch. Bitte umsetzen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais vous parler de l'avenir et donc de notre continent cousin qu'est l'Afrique. D'ici à 2050, l'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants. Une personne sur 4 sera africaine. Nous devons investir davantage dans nos relations avec ce grand et noble continent et ses nations individuelles. Et nous devons arrêter d'envisager
cette relation africano-européenne dans la seule perspective d'un donneur d'aide au développement. Une telle approche serait insuffisante, en fait humiliante pour l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de charité. Elle a besoin d'un partenariat équilibré, d'un vrai partenariat. Et nous, Européens, nous avons besoin au même titre de ce partenariat. En préparant ce discours, j'ai parlé avec mes amis africains, notamment avec le président Kagame, président de l'Union africaine. Nous sommes tombés d'accord pour dire qu'à l'avenir, nos engagements respectifs doivent être réciproques. Nous voulons construire un nouveau partenariat avec l'Afrique. La Commission propose aujourd'hui une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe, une alliance pour des investissements et pour des emplois durables. Cette alliance, telle que nous l'envisageons, permettrait de créer jusqu'à 10 millions d'emplois en Afrique au cours des 5 prochaines années. Et nous voulons créer un cadre permettant d'attirer davantage d'investissements privés vers l'Afrique. À vrai dire, nous ne partons pas de zéro. Notre fonds d'investissement extérieur, lancé ici même il y a 2 ans, mobilisera plus de 44 milliards d'euros d'investissement dans le secteur public et privé en Afrique. Les projets prévus, les projets engagés mobiliseront aujourd'hui 24 milliards d'euros. Nous concentrerons nos investissements dans les domaines où les investissements font une véritable différence. D'ici à 2020, l'Union européenne aura soutenu 35 000 étudiants et chercheurs africains grâce à notre programme Erasmus remusclé. Jusqu'en 2027, ce chiffre sera porté à 105 000. Le commerce entre l'Europe et l'Afrique n'est pas sans importance. 36% du commerce de l'Afrique se fait d'ores et déjà avec l'Union européenne. Mais les échanges commerciaux entre nous ne sont pas suffisants. Je suis convaincu que nous devrions faire évoluer les nombreux accords commerciaux entre les pays africains et l'Union européenne vers un accord de libre-échange de continent à continent, un partenariat économique entre partenaires égaux. Mr. President, ladies and gentlemen, another issue where I see a strong need for the Union for leadership is Brexit. I will not enter into the details of the negotiations, which are being masterfully handled by my friend Michel Barnier. He works on the basis of a unanimous position confirmed time and again by the 27 member states. However, allow me to recall 3 principles which should guide our work on Brexit in the months to come. First of all, we respect, of course, the British decision to leave our union. Yeah. But we regret it deeply, as you are. But we also ask the British government to understand that someone who leaves the Union cannot be in the same privileged position as a member state. If you leave the Union, you are, of course, no longer part of our single market, and certainly not only in parts of it. Secondly, the European Commission, this Parliament, and all other member states will always show loyalty and solidarity with Ireland when it comes to the Irish border. This is why we want to find a creative solution that prevents a hard border in Northern Ireland. And we will defend all the elements of the Good Friday Agreement. It is Brexit that risks making the border
more visible in Northern Ireland. It's not the European Union. Thirdly, after the 29th of March 2019, the United Kingdom will never be an ordinary third country for us. The United Kingdom will always be a very close neighbour and partner in political, economic and security terms. In the past months, when we needed unity in the Union, Britain was at our side, driven by the same values and principles of all other Europeans. This is why I welcome Prime Minister May's proposal to develop an ambitious new partnership for the future after Brexit. We agree with the statement made in Chequers that the starting point for such a partnership should be a free trade area between the United Kingdom and the European Union. On the basis of these principles, the Commission's negotiators, mainly my good friend Michel Barnier, stand ready to work day and night to reach a deal. We owe it to our citizens and our businesses to ensure the United Kingdom's withdrawal is orderly and that there is stability afterwards. It will not be the Commission that will stand in the way of this. Mesdames et Messieurs les députés, d'ici les élections européennes et d'ici au sommet qui aura lieu le 9 mai de l'année prochaine en Roumanie, beaucoup de travail reste à faire. À Sibiu, il faudra convaincre nos concitoyens que sur l'essentiel, nous partageons la même conception de la finalité de notre Union. Les peuples n'aiment pas les incertitudes ni les finalités diffuses. Ils aiment des indications claires, ils détestent les à peu près et les demi-mesures. Alors n'offrons pas des demi-mesures aux citoyens européens. Tout cela constitue l'agenda européen sur la route vers Sibiu. D'ici Sibiu, nous devons ratifier l'accord de partenariat entre l'Union européenne et le Japon, pour des raisons, oui, économiques, mais aussi géopolitiques. D'ici le sommet de Sibiu, nous avons pour devoir de négocier un accord de principe sur le budget de l'Union européenne après 2020. Si nous voulons, il faudra que nous le fassions, donner aux jeunes Européens la chance d'exploiter au maximum les possibilités offertes par le programme Erasmus, qui mérite de disposer de plus de moyens de financement. Il faudra que nous décidions de cette enveloppe comme d'autres enveloppes. Si nous voulons donner plus d'opportunités à nos chercheurs, à nos start-ups, pour éviter qu'un manque de ressources conduise à une réduction drastique du nombre des postes de chercheurs, il faudra décider sur le budget avant les élections européennes. Si nous voulons, sans nous militariser, multiplier par 20 les dépenses en matière de défense, nous devons décider avant les élections européennes. Si nous voulons consacrer 23% d'investissement de plus pour l'Afrique, il faudra décider rapidement. On me dit toujours, chef d'État, ministres, parlementaires européens et nationaux, qu'on ne peut pas décider avant les élections. Comme si les élections seraient une crise de démocratie. Non, il est normal en démocratie d'avoir des élections, et il est normal, urgent de décider avant les élections pour montrer la voie à ceux qui sont supposés nous aider. D'ici l'année prochaine, nous aurons aussi à développer davantage le rôle international de l'euro. Après seulement 20 années d'existence, et en dépit des voies déclinistes qui nous ont accompagnés sur ce trajet, l'euro a déjà un riche parcours derrière lui. L'euro est devenu la deuxième monnaie mondiale
elle est la deuxième monnaie après le dollar. 60 pays lient d'une manière ou d'une autre leur propre monnaie à l'euro. Mais nous devons faire plus pour permettre à notre monnaie unique de jouer pleinement son rôle sur la scène internationale. Des événements récents ont mis en lumière la nécessité d'approfondir notre union économique et monétaire et de construire des marchés de capitaux liquides et profonds. De nombreuses propositions de la Commission en ce domaine n'attendent qu'à être adoptées. Nous devons et nous pouvons aller plus loin. Il est aberrant que l'Europe règle 80% de sa facture d'importation d'énergie, qui s'élève à 300 milliards d'euros par an, en dollars américains, alors que 2% seulement de nos importations d'énergie nous proviennent des États-Unis. Il est aberrant, ridicule, que les compagnies européennes achètent des avions européens en dollars et non pas en euros. Il faut changer tout cela. C'est la raison pour laquelle la Commission présentera, avant la fin de l'année, des initiatives pour renforcer le rôle international de l'euro. L'euro doit devenir l'instrument actif de la nouvelle souveraineté européenne. Et pour cela, la première chose à faire est de mettre notre maison en œuvre, en renforçant et en approfondissant l'union économique et monétaire, comme nous avons d'ailleurs commencé à le faire. Sans une union économique et monétaire approfondie, nous manquerons d'arguments crédibles pour renforcer le rôle international de l'euro. Nous devons parachever l'union économique et monétaire pour que l'Europe et l'euro puissent devenir plus forts. Et toujours sur la voie vers Sibiu, Hermannstadt, je voudrais que nous réalisions des progrès tangibles en ce qui concerne le renforcement de notre politique étrangère. Il faudra renforcer notre capacité à parler d'une seule voix en matière de politique étrangère. Il n'est pas normal que l'Europe se réduise elle-même au silence lorsqu'au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, nous ne pouvons pas parler haut et fort pour condamner les violations des droits de l'homme en Chine parce qu'un État membre s'y est opposé. Cet exemple, je pourrais en citer d'autres. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la Commission vous propose à nouveau de passer au vote à la majorité qualifiée dans les domaines précis de nos relations extérieures. Je répète le message. Je répète un message que j'avais expliqué, détaillé l'année passée. Nous allons faire des propositions pour pouvoir procéder dans certains domaines, pas dans tous les domaines, en matière de politique étrangère, par majorité qualifiée. Le traité, tel qu'il est, permet au Conseil européen de prendre une décision dans ce sens. J'estime que le temps est venu de donner vie à la clause passerelle du traité de Lisbonne, permettant d'ouvrir la voie vers la prise de décision à la majorité qualifiée. Clause passerelle qui est la beauté dormante oubliée du traité. Je pense d'ailleurs, puisque nous y sommes, que pour certaines matières relevant de la fiscalité, nous devrions pouvoir décider également par majorité qualifiée. Un mot, Monsieur le Président, pour dire que notre façon de discuter de nos désaccords m'interpelle de plus en plus. Les échanges polémiques entre gouvernements, parfois entre institutions, se font de plus en plus nombreux. Mais ce ne sont pas les propos polémiques et souvent blessants qui permettent
à la construction européenne d'avancer. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas seulement une tonalité regrettable lorsque les forces politiques discutent entre elles. C'est vrai, c'est aussi vrai pour la façon dont certains traitent, parce qu'ils veulent mettre fin à tout débat, les médias et les journalistes. L'Europe doit rester une place où la liberté de la presse n'est pas remise en cause. De trop nombreux journalistes sont intimidés, attaqués, assassinés. Il n'y a pas de démocratie sans une presse libre. Merci d'applaudir, comme ça je peux boire. D'une façon générale, try again. D'une façon générale, nous devons, mesdames et messieurs, retrouver les vertus du compromis. Rechercher le compromis n'est pas une faiblesse, n'implique pas le sacrifice de nos convictions et n'empêche pas le libre débat qui respecte le point de vue des uns et des autres. La Commission s'oppose à toutes les atteintes à l'état de droit. Nous restons préoccupés par l'évolution des débats dans certains de nos États membres. L'article 7 doit s'appliquer là où l'état de droit est en danger. À cet égard, le premier vice-président Timmermans effectue un travail, je dois dire, remarquable, mais très souvent, trop souvent, solitaire pour défendre l'état de droit. Il bénéficie de mon ferme appui personnel et de celui de toute la Commission. Et puis, il y a un point sur lequel nous ne devons pas et nous ne pouvons pas déroger. Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne doivent être respectés et être exécutés. L'Union européenne est une communauté de droit. Le respect de la règle de droit et le respect des décisions de justice ne sont pas une option, mais une obligation. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, chers amis, en introduisant non pas mon dernier discours, mais mon dernier discours sur l'état de l'Union européenne, je vous ai parlé de l'histoire, de la petite histoire qui couvre le mandat de cette Commission et de la grande histoire qui est celle de l'Europe. Nous sommes tous, les uns et les autres, responsables de l'Europe telle qu'elle est. Et nous serons tous responsables, les uns et les autres, de l'Europe qui sera. L'histoire est ainsi faite. Les parlements et les commissions passent, l'Europe reste. Pour que l'Union européenne devienne ce qu'elle doit être, nous devons avoir à l'esprit plusieurs éléments. Je voudrais que l'Europe quitte les gradins du stade mondial. L'Europe ne doit pas être un spectateur, un commentateur des événements internationaux. Elle doit être un acteur constructif, un façonneur, un architecte du monde de demain. Il y a une forte demande d'Europe à travers le monde. Pour satisfaire à cette demande pressante, il faudra que sur la scène internationale, l'Europe s'exprime d'une seule voix. Dans le concert des nations, la voix de l'Europe doit être intelligible, compréhensible, distinguable pour être écoutée et entendue. Federica Mogherini a fait avancer la cohérence diplomatique de l'Union européenne comme on ne l'a jamais fait avant. Mais ne retombons jamais plus dans l'incohérence des diplomaties nationales
concurrentes et parallèles. La diplomatie européenne doit être une et notre solidarité multilatérale doit être entière. Je voudrais que dorénavant, nous fassions de plus grands efforts pour rapprocher l'Est et l'Ouest de l'Europe. Mettons un terme à ce triste spectacle de la division intra-européenne. Notre continent et ceux qui ont mis fin à la guerre froide méritent mieux. Je voudrais que l'Union européenne prenne davantage soin de sa dimension sociale. Ceux qui ignorent les attentes justifiées des travailleurs et des petites entreprises font courir un grand risque à la cohésion de nos sociétés. Transformons les intentions du sommet de Göteborg en règles de droit. Je voudrais que les élections de l'année prochaine soient un grand moment pour la démocratie européenne. Je souhaite que l'expérience des Spitzenkandidats, des têtes de liste, petite avancée dans la démocratie européenne, soit renouvelée. Pour moi, cette expérience sera d'autant plus crédible le jour où nous aurons de véritables listes transnationales. Je crois que pour 2024, il faudra le faire. Surtout et avant tout, je voudrais que nous disions non au nationalisme malsain et que nous disions oui au patriotisme éclairé. Gardons à l'esprit que le patriotisme du XXIe siècle est à double dimension, l'une nationale, l'autre européenne, les deux ne s'excluant pas. J'aime, disait le philosophe français Blaise Pascal, les choses qui vont ensemble. Pour tenir sur leurs deux jambes, nation et Union européenne doivent marcher ensemble. Celui qui aime l'Europe doit aimer les nations qui la composent. Celui qui aime sa patrie doit aimer et peut aimer l'Europe. Le patriotisme est une vertu. Le nationalisme borné est un mensonge accablant et un poison pernicieux. En un mot, restons fidèles à ce que nous sommes. Plantons aujourd'hui les arbres, à l'ombre desquels nos arrière-petits-enfants, d'où qu'ils viennent, du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, puissent grandir et respirer en paix. Il y a quelques années, je vous ai dit ici même que l'Europe était la grande affaire de ma vie. Oui, j'aime l'Europe et je continuerai de le faire. Merci de m'avoir écouté.